Merci Catherine et bonsoir à tous, merci d'être là. Nous allons donc parler de Marie Curie, en sachant qu'en 1914, au front, eh bien, le principe était que les soldats blessés soient mis dans les arrières tout de suite, sans rester sur le front, même s'ils avaient des blessures assez importantes. Et pourtant, la radiologie par rayons X donc, existait déjà. Les rayons X avaient été découverts 20 ans auparavant par Röntgen. Mais les équipements étaient très peu nombreux. Typiquement, c'était certains hôpitaux de Paris qui avaient ces équipements. Donc, Marie Curie va contribuer à installer des postes fixes dans certains hôpitaux. On verra à la fin, elle a installé 200 équipements fixes dans les hôpitaux. Et elle va aussi promouvoir un service mobile en faisant équiper des petites voitures. C'est ce que les soldats appelleront plus tard les petites curies. Et finalement, à la fin de la guerre, il y avait une vingtaine de petites curies qui avaient été utilisées, et vous les voyez ici, dans la cour des Invalides à Paris à la fin de la guerre. Vous pouvez aussi voir le plan. Donc, dans un premier temps, on parlera du contexte historique et puis de la logistique autour de ces petites voitures. Dans un deuxième temps, je présenterai Marie Curie. Je sais bien qu'on ne la présente plus, mais ce sera peut-être intéressant d'avoir quelques éléments qui permettent de comprendre comment il se fait qu'elle s'est engagée dans ce qu'on va vous présenter et qui n'est pas banal. Alors, j'ai ajouté une ligne concernant évidemment les vacances que Marie Curie a passées à l'Arc Ouest. Et je terminerai en vous donnant quelques éléments qui montrent un peu où en est la radiologie maintenant, pour finalement se dire que tout ça c'est l'héritage de Marie Curie et d'un autre médecin qui s'appelle Claudius Renou. Voilà, donc je ne peux pas commencer cette conférence sans dire que nous pensons tous à tous les soldats qui sont allés sur le front. Certains ne sont pas revenus. C'est le cas de ce jeune homme. Il est mort à Verdun en 1916. Il avait 18 ans, pas 20 ans, 18, c'était mon canton. Et on peut aussi voir les photos d'André de Bierne, qui est ici le premier soldat à gauche. Lui est revenu. C'était un collaborateur de Marie Curie. Il est revenu du front et finalement, il avait découvert un élément qui s'appelle l'actinium. Et finalement, il dirigera l'Institut du Radium, qui est l'institut dont Marie Curie était la directrice. Il le dirigera à sa mort avant de passer la main à Irène Joliot, la fille de Marie et Pierre Curie. Ici, j'ai ajouté une carte pour avoir en tête que, oui, pendant 2 ans, le front est resté à peu près fixe. Donc, je voulais vous montrer à quel point la Belgique avait été complètement occupée, très rapidement occupée, sauf un tout petit... je pensais pouvoir... Voilà, non. Sauf un tout petit endroit. Vous voyez Dunkerque en haut à gauche, et il y a après un trait qui est un trait marron qui marque la frontière entre la Belgique et la France. Et puis, un tout petit peu plus haut, ça passe à l'orange. Tout ce qui est orange, c'est la Belgique occupée. Mais tout le petit carré qui est juste à l'est de Dunkerque, ça sera la seule partie de la Belgique qui sera restée libre, c'est-à-dire sans occupation allemande, pendant la Première Guerre mondiale. Merci. Et donc, on y reviendra parce que je vous montrerai tout à l'heure cette petite partie avec un zoom, donc pour essayer de comprendre un peu ce que Marie Curie a fait en Belgique avec sa fille d'ailleurs. Donc, le contexte en 1914,
vous l'avez vu, la déclaration de guerre, c'est le dimanche 2 août. Et fin septembre, Marie Curie, qui a écrit cette lettre, l'envoie à un de ses collaborateurs, Fernand Hodweg, pour lui donner des nouvelles justement de M. De Bierne, dont nous venons de parler, et pour lui demander à Fernand Hodweg de lui donner régulièrement de ses nouvelles à elle. Donc Fernand Hodweg reviendra. Il mourra en décembre 1941, voilà, dans les conditions que je vous laisse imaginer sous la Gestapo. En 1914, comment ça s'est passé au début? On peut imaginer que la faculté de Paris a donné quelques conseils, mais en fait, il semblerait que non. Et Marie Curie signale dans un livre qui paraîtra plus tard, d'ailleurs, c'est pas un livre, c'est un rapport d'activité, le rapport d'activité qu'elle a fait de son laboratoire pendant la guerre. Donc en 1918 ou 19, elle le publie, et elle signale qu'il y avait des graves lacunes dans l'organisation du service de santé. Effectivement, le service de santé des armées sera restructuré en 1916. Elle signale aussi que l'importance de l'emploi des rayons X en cas de guerre n'était pas reconnue et que finalement les services sanitaires civils comportaient quelques belles installations à Paris, mais guère ailleurs. Donc, averti de cet état de choses par des conversations avec un spécialiste éminent, le docteur Béclair. Le docteur Béclair, vous le voilà. Vous connaissez sûrement son nom parce qu'il y a un hôpital en région parisienne, à Clamart, qui porte son nom. C'était un médecin qui était de formation pédiatre. Et en fait, il est considéré comme le père de la radiologie en France parce qu'il s'est tout de suite rendu compte de l'importance des rayons X pour la médecine. Et il était chef de service d'abord à l'hôpital Tenon et ensuite à l'hôpital Saint-Antoine, et il y a créé la première installation de radiologie en France, qui plus est à ses frais. Il a aussi organisé un enseignement de radiologie. Et en fait, initialement, ça aurait dû être au docteur Béclair de s'occuper du service mobile des voitures de radiologie, mais il était déjà assez malade, comme beaucoup de radiologues à ce moment-là. Et il a initié Marie Curie, qui n'avait pas besoin d'une initiation théorique aux rayons X, mais qui par contre ne savait pas manipuler tous ces instruments. Et finalement, je vous montre un peu ce que celui qui a découvert les rayons X 20 ans auparavant, Röntgen, utilisait comme dispositif. En gros, sans trop rentrer dans les détails, c'est un tube, qu'on appelle aussi ampoule, où il y avait dedans un vide, mais pas très poussé, et on mettait deux électrodes, la cathode négative, l'anode positive, et une haute tension d'à peu près 100 kV entre les deux électrodes. Donc le gaz résiduel était ionisé, et pendant 50 ans, c'est-à-dire entre le milieu du 19e siècle et la fin du 19e siècle, on a dit qu'il y avait des rayons cathodiques qui étaient émis par la cathode et qui donnaient une certaine fluorescence au niveau du verre. À cette époque-là, on ne savait pas encore que ces rayons cathodiques étaient des électrons, on ne connaissait pas leur nature. Mais quand Röntgen l'a utilisé, il se posait une autre question, il a enveloppé ce dispositif de papier noir, et à sa grande surprise, il était sûr que les rayons cathodiques ne traversaient pas une grande épaisseur de verre, et donc ne devaient pas se retrouver en tout cas à 2 ou 3 mètres au-delà. Or, par hasard, parce que comme souvent en science, le hasard intervient, il y avait un écran recouvert de sulfure de zinc, donc qui pouvait devenir fluorescent, et il a vu une certaine fluorescence, alors que normalement, il n'aurait dû rien y avoir, et comme ça, il a fini par imaginer qu'il pouvait y avoir des rayons invisibles
qui étaient autres que les rayons cathodiques et qui pouvaient donc illuminer l'écran. Et finalement, il a commencé par mettre un objet métallique et il a vu qu'il y avait une ombre sur l'écran. Donc il a remplacé l'écran par une plaque photo, il a remplacé la croix par la main de sa femme. Et finalement, il avait découvert en même temps les rayons X et l'application médicale, du moins à l'imagerie, l'application en imagerie de ces rayons X. Vous imaginez ce que ça fait? C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que quelque part, il avait l'image d'un squelette vivant. Et il semblerait qu'ils étaient tellement choqués, lui et sa femme, qu'ils ont gardé l'idée quelques semaines avant de publier. Ils ont publié en décembre 1895, et donc tout de suite, les gens se sont rendus compte que c'était une découverte importante. Donc, vous avez, ça a tout de suite été utilisé pour la radiographie. L'image qu'il y a en bas à droite date de beaucoup plus tard, puisque c'était pendant la guerre, et c'est dans un manuscrit que Marie Curie a écrit en 1921 sur la radiologie et la guerre, que j'ai trouvé ces radios. Quand même, c'est pas si mal, hein. Et en plus, comme ils n'arrivaient pas à avoir de 3D, ils avaient tout un système de plaques qui étaient mises à des, comment vous dire, à des distances différentes et qui permettaient d'avoir comme un 3D et finalement d'avoir une impression de profondeur. Ça aidait beaucoup les chirurgiens qui devaient enlever les éclats d'obus dans le corps des soldats. Donc, finalement, au front, eh bien, comment ça se passait pour l'équipe de Marie Curie et les autres équipes, puisqu'elle s'occupait d'une voiture et il y en avait d'autres ailleurs. Elle disait, dans une bonne équipe, chacun fait plus que son métier. Et effectivement, il y avait d'abord le chauffeur. Et le chauffeur, c'était un technicien de l'institut où Marie Curie travaillait à l'époque. Ce chauffeur n'était pas sur le front parce qu'il avait de gros problèmes cardiaques. Donc, il n'était pas soldat, mais ça n'avait pas empêché à Marie Curie de le réquisitionner en quelque sorte pour travailler avec elle. Et il était chauffeur, mais aussi il contribuait fortement à l'installation de tout ce qui était nécessaire. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un tube de verre et il fallait une haute tension. Et la haute tension, vous voyez, en fait, ils la prennent à partir de la dynamo de la voiture. Ici à droite, il y a la fille Irène Curie qui viendra un peu plus tard. Donc voilà, hommage à Monsieur Rago qui a arrivé à faire une installation de tout ce dispositif en une demi-heure. Donc finalement, au démarrage, Marie Curie avait une grande nécessité financière et elle devait essayer d'avoir des voitures, à une époque où il y en avait quand même pas beaucoup, et elle devait après arriver à les équiper. Donc elle s'est appuyée sur deux associations, deux institutions. La première, c'est la Croix-Rouge, et la deuxième, c'est une institution qu'elle a créée pour la circonstance. Donc pour la Croix-Rouge était divisée en 3 secteurs, et un des secteurs s'appelait l'Union des femmes françaises. Et en fait, elle a eu comme titre, Marie Curie, d'être directrice technique de cette section de la Croix-Rouge. Mais par ailleurs, il lui fallait évidemment d'autres financements. Et Marie Curie, ce n'était pas quelqu'un qui avait l'habitude d'aller voir les personnes pour demander, mais là, elle a pris par exemple contact avec la princesse Murat. La princesse Murat, vous savez, c'était la plus jeune sœur de Napoléon Bonaparte, qui s'était mariée avec l'ancien aide de camp de Napoléon. Et voilà, la princesse Murat avait une voiture, donc Marie Curie lui a expliqué que oui, elle lui rendrait après la guerre.
l'histoire ne dit pas dans quel état. Voilà. Donc, finalement, pour faire ça, elle a créé ce qu'on appelle un patronage, le patronage national des blessés, pour assistance aux blessés. Et elle a aussi elle-même passé ce qu'on appellerait le permis de conduire, et qui est en fait un certificat de capacité de conduite des véhicules à essence en 1916. Pour un mot encore sur le patronage national des blessés, qui présidait, c'était Ernest Lavis. Si parmi vous, il y en a qui aiment bien l'histoire, il paraît que ce professeur de la Sorbonne en histoire avait écrit des ouvrages pour les enfants, pour les écoles, qui étaient restés vraiment plusieurs dizaines d'années parce qu'ils étaient particulièrement bien présentés. Il y avait aussi au bureau Émile Borel. Émile Borel, je reparlerai de lui un peu plus tard, c'était un mathématicien qui était à ce moment-là directeur de l'école normale supérieure à la rue d'Ulm. Son épouse était connue aussi parce qu'elle s'appelait Marguerite et elle écrivait des romans, et c'était la fille de Monsieur Appel, qui était le doyen de la faculté des sciences. Donc vous voyez, Marie Curie avait créé le patronage avec des collègues et néanmoins un ami. Et en plus, il y avait Albert Kahn, qui était banquier. Vous savez, c'est lui qui a créé tout un parc qui existe encore à Boulogne. Et il avait aussi envoyé dans plusieurs pays des personnes pour faire des vidéos, en fait, avant l'heure, pour garder le témoignage des personnes qui vivaient dans des conditions très différentes des pays occidentaux. Donc, ethnologue avant elle. Il y avait aussi le docteur Roux. Souvent dans les villes, il y a la rue du docteur Roux, là c'est lui. En fait, c'était un collègue de Pasteur. Lui, le docteur Roux, avait inventé le sérum antidiphtérique et en fait, il était à ce moment-là directeur de l'Institut Pasteur. Donc, ça a permis de recevoir beaucoup d'argent. Dans les documents que j'ai regardés, ils disent 700 000 francs. Il paraît que c'est une somme absolument énorme. Ce qui n'a pas empêché Marie Curie d'avoir des difficultés administratives. Ben, pourquoi? Parce que, évidemment, un civil au niveau du front, l'armée voit plutôt ça comme une gêne. Et là, ce n'était pas un civil, c'était une civile, et même quelquefois deux civils, puisque Irène a accompagné Marie Curie souvent. Donc, finalement, il fallait vaincre les réticences et trouver des chemins de contournement. Par exemple, juste après la bataille de Verdun, en 1916, Marie Curie n'a pas eu l'autorisation de venir en voiture de Paris à Verdun. Qu'à cela ne tienne, elle a mis la voiture dans le train, mais elle y est allée. Voilà. Donc, c'est des choses qui ont permis d'avancer. Un mot sur le lieutenant Danise. Le lieutenant Danise avait travaillé une dizaine d'années dans le laboratoire avec Pierre et Marie Curie. Et puis, comme il était français, mais il était d'origine polonaise, Marie Curie aussi, vous le savez, et finalement, elle avait envoyé, on peut dire, le monsieur Danise diriger une partie du laboratoire de Varsovie. Donc il était là-bas quand la guerre a éclaté. Ben, évidemment, les autorités françaises lui ont fait signe et il est revenu. Il est allé au front, où il était porte-drapeau. Marie Curie lui écrit, alors, elle lui écrit, vous pourriez indiquer à votre état-major la possibilité de faire venir une voiture radiologique. En fait, c'est le début de la guerre et Marie Curie essaie qu'on la demande pour pouvoir y aller. Donc, elle demande à quelqu'un qu'elle connaît bien, elle lui donne des idées. Je vous signale ceci, car il paraît qu'aux armées, on désirerait dans les services de santé davantage de voitures à rayons X que l'on en a pour l'examen des blessés. Donc, elle lui donne des arguments et Danise commence à écrire à son premier supérieur hiérarchique,
c'est-à-dire le médecin chef de service du 28e régiment d'infanterie. Et le médecin ne répond pas, mais il passe l'information au divisionnaire, etc. Et finalement, le dernier va répondre, excusez-moi, j'ai sauté le truc, le dernier va répondre, le médecin inspecteur supérieur répond, pour ce genre de démarche, on s'adresse directement au ministère. Autrement dit, Madame Curie, elle n'a qu'à voir directement avec le ministre. C'est ce qu'elle fait, et elle obtient gain de cause. Mais le lieutenant Danise, lui, ne le saura jamais, parce que, entre-temps, eh ben, il est décédé. Et moi, quand j'ai vu le film Au revoir là-haut, qui est sorti il y a 2-3 ans, en fait, ça m'a donné aussi une image de ce qu'est un porte-drapeau. Je ne le savais pas, le porte-drapeau, il tient le drapeau, il n'a pas d'armes, il sort le premier de la tranchée, et voilà. Donc, c'est un endroit très dangereux. Donc, hommage, entre autres, à Jean Danise. Quant à Irène avait 17 ans quand la guerre a éclaté. Et Marie Curie lui écrit en s'adressant à elle, qui a 17 ans, et à sa sœur qui a 6 ou 7 ans de moins, en disant, voilà, toi et moi, Irène, nous chercherons à nous rendre utiles. Alors, c'est pas tombé dans le seau. Et pour Irène, elle a eu tout de suite envie de venir rejoindre sa mère au front. Où étaient-elles, les filles, à ce moment-là? Eh bien, elles étaient dans un endroit que vous connaissez peut-être, pas très loin d'ici, à l'Arc Ouest, où Marie Curie était venue rejoindre des collègues de la Sorbonne dans les années, elle est venue en 1912. Et à l'époque, elle l'avait, donc à l'époque, en 1914, elle avait loué une maison là-bas, et les filles étaient restées en Bretagne avec une jeune femme polonaise qui s'occupait d'elle. Donc, mi-septembre, Irène écrit à sa mère, excusez-moi, je vais trop vite, qu'elle a eu un accident dans les rochers, dans vos rochers roses. Voilà. Et elle commente, je constatais que la vue de mon pied ne me gênait pas du tout. Cela m'a fait plaisir car je m'étais souvent demandé si j'étais sensible ou non à la vue du sang. Donc finalement, mine de rien, Irène cherchait des arguments pour que sa mère accepte enfin qu'elle la rejoigne. Donc ça se passe comme ça, in fine, et donc dans les archives, on retrouve trace de la présence d'Irène dès novembre 1914. Vous voyez, elle vient d'avoir 17 ans. Alors, elle avait sûrement aussi une très grande puissance de travail. Elle allait dans l'année à venir, à la fois rester inscrite à la faculté des sciences de Paris pour préparer un diplôme de mathématiques, et à la fois, elle était formée, elle se formait comme infirmière de guerre pour pouvoir assumer les tâches au niveau du front. Et vous la voyez ici, alors qu'elle partageait la nuit, la tente avec d'autres infirmières. Et alors, un mot sur la Belgique. La Belgique a été envahie tout de suite, et tout le monde dit que c'est aussi grâce à la résistance des Belges, qui occupaient, si on peut dire, une partie de l'armée allemande, que les choses ont pu quand même ne pas être trop dures. Toujours est-il que ici vous avez une carte qui est un zoom de la toute petite partie de la Belgique qui était restée libre. Madame Curie est allée plusieurs fois, et donc vous allez voir à un moment donné, elle a rencontré, sur l'image de droite, elle a rencontré le roi des Belges. La photo a été prise dans cette partie encore libre de la Belgique. Le roi de Belge vivait relativement beaucoup, je crois que c'est vers Brest. Donc, si je reviens sur la carte, vous voyez qu'on voit à peu près au milieu de la carte, vous avez Poperinge, qui est une des villes, et Hoogstade. En fait,
ce sont des villes qui étaient à peu près à 20 km d'Ypres. Ypres, ça doit vous dire quelque chose. C'est l'endroit où les premiers gaz de combat ont été utilisés. Et c'était quelques mois avant que Marie et Irène Curie n'aillent donner un coup de main aux hôpitaux belges. Voilà. Donc, finalement, Marie Curie a fait une trentaine de missions un peu partout en France, et pas seulement au niveau du front. Et je suis allée voir une exposition qui a eu lieu au Panthéon il y a à peu près 3 ans. Et c'est moi qui ai pris la photo du cahier qui est à droite. C'est comme un cahier de manip, vous voyez, c'est un grand cahier cartonné et noir. Et Marie Curie avait noté à la main les caractéristiques de chacun de ses patients. Finalement, au bout de la guerre, elle avait eu à peu près, à peu près 1000 soldats qui étaient passés entre ses mains. Et donc, j'ai été très étonnée parce qu'elle avait fait des tableaux pour avoir les différentes caractéristiques de chacune de ces personnes. Et la dernière colonne à droite, c'était le suivi. Alors, ça veut dire qu'elle s'intéressait assez à chacun des soldats pour savoir ce qu'ils étaient devenus individuellement. Voilà. Donc, Marie Curie a aussi créé une école de radiologie. Alors, en fait, il y avait eu une école de radiologie montée par l'armée. Mais ça n'avait pas trop marché. Et Marie Curie avait dit que c'était parce que les soldats n'étaient pas sélectionnés en fonction de leur capacité ou de leurs compétences, et qu'elle a préféré monter quelque chose en parallèle qui a eu beaucoup de succès. Ça s'adressait spécifiquement aux femmes, et je ne sais pas comment elle les sélectionnait, mais elle cherchait, entre autres, comme compétences, des gens qui avaient beaucoup de minutie et de conscience professionnelle aussi. Donc finalement, elle a monté un cours à l'hôpital Edith Cavell. Alors Edith Cavell, c'était initialement une infirmière, mais qui avait été en fait fusillée pour trahison aux yeux des Allemands. Et donc on avait donné son nom à un hôpital de Paris. Donc Marie Curie commente, l'enseignement a eu un succès inespéré. L'école de radiologie a fourni environ 180 manipulatrices habiles et appréciées. Voilà. Alors, j'ai ajouté un peu cette image du docteur Girard. C'est une dame c'était le seul médecin femme qui était sur le front. Et comment elle était arrivée sur le front? En fait, il paraît qu'il y avait eu une erreur quand il y avait eu une sélection des médecins pour aller sur le front. Et elle s'était retrouvée sur le front et elle y est restée longtemps. Elle a été très appréciée, y compris de Marie Curie qui disait d'elle: c'est une femme distinguée, douée de rares qualités d'intelligence et d'énergie. Voilà, alors un mot maintenant sur Marie Curie elle-même, avant la guerre et après la guerre. Alors, avant la guerre, voilà, Marie Curie est née à Varsovie, alors que le pays, son pays, la Pologne, est déjà dans un mauvais état, puisqu'il a été sous la coupe de l'Empire russe. Sa fille, Ève, alors le couple Curie a eu 2 filles, Irène, qui deviendra scientifique, et Ève, qui sera aussi, j'en dirai un mot à la fin, très connue puisqu'elle était concertiste et qu'elle a fini par épouser un Américain qui a eu un prix Nobel, elle aussi. Son mari a eu un prix Nobel au titre de l'UNESCO. Donc, Ève Curie a écrit un ouvrage sur sa mère en rapportant ce que sa mère lui expliquait quand elle était petite sur sa vie en Pologne. Et par exemple, Ève raconte que Marie Curie, quand elle était petite, était dans une école où normalement les filles n'avaient pas le droit d'être cultivées avec des ouvrages. Simplement, on voudrait
qu'elles connaissent la couture et le tricot. Tout ça en russe parce que le polonais à l'école était interdit. Donc, il paraît qu'on regardait par la fenêtre qui rentrait dans l'école et s'il y avait quelqu'un qu'on ne connaissait pas, les filles planquaient les bouquins dans le casier et sortaient les tricots. Donc, vous voyez, c'est une anecdote, mais ça veut dire que déjà, toute petite, Marie Curie a eu des idées pour des chemins de traverse, pour finalement arriver quand même à ses fins. Il n'y avait pas qu'à l'école primaire, il y avait plus tard aussi à l'université. Alors, moi, j'ai enseigné les premiers cours de radioactivité très longtemps à des étudiants et je demandais toujours, mais Marie Curie, elle est connue, hein, c'est pas la peine de la présenter, mais pourquoi est-elle venue à l'université de Paris? Bah écoutez, en quelques, je ne sais pas, de 15 ou 20 ans, je n'ai jamais eu la bonne réponse. La bonne réponse, c'était Marie Curie est venue à Paris parce que l'université, à cette époque-là, à Varsovie, était interdite aux filles, tout simplement. Donc, elle avait le choix entre, concrètement, soit venir à Paris pour l'université, soit aller à Saint-Pétersbourg. Bon, voilà, donc vous comprenez bien qu'elle a préféré venir à Paris. Et ceci dit, elle n'est pas venue tout de suite à Paris, elle est restée 2-3 ans parce que son père, c'était une famille très cultivée, mais financièrement, ils avaient des difficultés. Et finalement, Marie Curie travaillait dans des familles pour s'occuper des enfants. Et elle a envoyé un peu d'argent à sa sœur aînée, qui, elle, était déjà à Paris pour faire ses études de médecine. Et c'était entendu entre elles que quand sa sœur aînée, Brunia, serait médecin, elle ferait venir à son tour Marie. En plus, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et donc, Marie Curie est restée 2-3 ans à Varsovie et dans les alentours de Varsovie. Elle ne pouvait pas aller à l'université, mais en fait, les enseignants de l'université avaient créé ce qu'on appelle une université volante, qui était le soir et qui était évidemment quelque chose de secret pour les filles. Donc voilà, ça a permis quand même à Marie Curie de s'initier à la chimie, par exemple, dans des laboratoires et de travailler plus ou moins déjà toute seule. Donc voilà, c'est des choses qui sont peut-être pas trop connues, mais qui forgent un caractère. Elle arrive à Paris, donc elle a 23-24 ans, et elle passe très brillamment des diplômes de physique, de maths, et à un moment, elle a besoin de conseils en magnétisme. Et donc, on lui suggère de rencontrer Pierre Curie, coup de foudre. Et Pierre Curie, qui est déjà un physicien confirmé, fait tout pour qu'elle ne reparte pas à Pologne après la fin de ses études à Paris. Et il lui écrit cette lettre: « Mon rêve, ça serait de passer la vie l'un près de l'autre, hypnotisé dans nos rêves. Votre rêve patriotique, parce que Marie Curie avait une double, plus tard, à garder au cœur et la Pologne et la France, notre rêve humanitaire et notre rêve scientifique. » Pierre Curie arrivera à ses fins et malheureusement, comme vous savez, il a été renversé par une voiture à cheval en 1906, alors que les filles, Irène avait à peu près 8-9 ans et la cadette à peu près 2 ans, Marie est restée seule. Voilà. Donc, quelques mots sur Marie Curie après et finalement dans les années juste précédant la guerre. D'abord, un mot sur le congrès Solvay. Solvay, c'est une entreprise qui existe encore. Et Solvay était un industriel et chimiste belge qui était vraiment pour le mécénat. Et le premier congrès Solvay a eu lieu en 1911.
était dirigé par ceux qui connaissent un peu, par Lorentz, qui venait de parler de mécanique quantique. Donc c'était tout de suite la physique très nouvelle, très moderne. Vous voyez qu'il y a une seule femme, c'est Marie Curie. Et pendant plusieurs années, Marie Curie sera la seule femme du congrès Solvay qui rassemble des personnes très connues. Vous devez retrouver le deuxième à droite, c'est Einstein. Le quatrième, le grand monsieur, c'est Rutherford, le rugbyman. Et voilà, Marie Curie qui parle avec Henri Poincaré. Henri Poincaré était le cousin germain de Raymond Poincaré, qui était à ce moment-là président de la République. Voilà, et derrière Marie Curie, il y a Jean Perrin. À droite, c'est Paul Langevin. Donc, ce congrès Solvay était un endroit très important et ça a été le premier colloque international. C'est des choses qui n'existaient pas auparavant. Mais en 1911, c'était aussi une année assez terrible pour Marie Curie parce qu'elle a été accusée de vouloir séparer un homme de son épouse, voire de ses 4 enfants, et cet homme, justement, c'était Paul Langevin. Les articles de presse ont été venimeux, il y a eu une campagne de presse extrêmement dure, et c'est allé très loin, parce qu'un jour, il y a des gens qui se sont rassemblés devant la maison de Marie Curie à Sceaux, et ses collègues, en l'occurrence Jean Perrin et sa femme, ont dû venir l'exfiltrer. Et c'est Émile Borel, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était directeur de l'École normale supérieure, qui a hébergé Marie Curie et ses filles pendant un certain temps. Donc voilà, ça a été une période un peu difficile pour Marie Curie. Langevin n'a pas été directement trop perturbé par ça. Voilà, Marie Curie, quelques semaines après, a su qu'elle avait son 2e prix Nobel, attribué cette fois-ci pour la chimie. Elle avait eu un premier prix Nobel en 1903 pour sa découverte du radium et du polonium. C'était deux éléments nouveaux qu'avec son mari, elle avait trouvé dans le minerai d'uranium. Et elle partageait le prix Nobel avec Becquerel, qui lui avait découvert le principe, le phénomène de la radioactivité. Ça, c'était 1903, prix Nobel de physique. Donc 1911, vous avez un prix Nobel de chimie qui est attribué pour tout ce que Marie Curie a fait au niveau du radium, puisqu'elle a fini par obtenir 1 gramme de radium au bout d'années de travail de chimiste. Et encore un mot à ce sujet, Marie Curie n'a jamais déposé de brevet, alors qu'elle aurait pu, puisqu'elle avait trouvé une méthode pour extraire le radium du minerai d'uranium. Mais elle disait, non, le radium ne m'appartient pas. Donc, voilà. Alors, j'en reviens à ce qui s'est passé juste au moment de la déclaration de guerre. Il y avait une décision, déjà en 1909, entre l'Université de Paris et l'Institut Pasteur pour créer ce dont Pierre Curie avait aussi rêvé pendant longtemps, qu'ils ont appelé l'Institut du Radium, pour avoir du financement et des lieux de recherche. Et en fait, l'Institut du Radium a été pris en 1915. En 1915, la guerre était déjà commencée. Marie Curie était en même temps sur le front, mais elle est venue quand même investir les lieux et elle a fait son déménagement quasiment toute seule, puisqu'il n'y avait plus personne, il n'y avait plus d'hommes à l'Institut du Radium. Et donc, l'Institut du Radium était bipolaire, il y avait une partie physique et une partie biologie. Donc la partie physique, c'était le pavillon Curie qui est dirigé par Marie Curie, et vous voyez le bâtiment qui était donc la partie physique de l'Institut du Radium et qui est maintenant le musée Curie. Et puis il y avait une partie
de biologie qui était ce qu'on appelait le pavillon Pasteur, qui était dirigé par un gars qui était, semble-t-il, extraordinaire. Alors, peut-être que Marie Curie, sans le vouloir, a fait un peu d'ombre à Claudius Regaud. C'était un médecin originaire de Lyon. D'ailleurs, il paraît qu'il y a un musée Claudius Regaud, du moins qu'on visite sa maison à Lyon. Et il a travaillé sur les effets biologiques et les aspects médicaux. Donc de Lyon, il est venu travailler à l'Institut Pasteur et il y était depuis un an quand on l'a nommé à la tête de la partie biologie de l'Institut du Radium. Mais lui, à ce moment-là, il était sur le front, il dirigeait un hôpital à Gérardmer, dans les Vosges. Et il a créé aussi des hôpitaux, dont un hôpital près de Reims qui s'appelle Bouleuse et qui était un hôpital extraordinaire du point de vue organisationnel pendant la guerre. Voilà. Il a fait aussi beaucoup de travail sur les radiations. En particulier, c'est quelqu'un de l'Institut Curie qui m'a dit ça, c'est que il y a des idées de Claudius Regaud qui sont toujours en application. Par exemple, c'est lui qui a eu l'idée, au moment des thérapies, c'est-à-dire du soin avec les rayonnements, de faire des rayons en changeant un peu leur direction. Et ça date voilà, des premières années du XXe siècle et c'est toujours utilisé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'innovation de l'époque, c'était qu'il y avait un continuum entre la recherche, les aspects cliniques et les soins. Et l'Institut Curie fonctionne toujours comme ça. Et que finalement, on passe de la physique aux applications médicales. Alors, je voulais dire un mot quand même, puisque c'était l'engagement de Marie Curie pendant la guerre. Elle ne s'est pas occupée que de rayons X. Elle s'est occupée aussi des suites de ses propres recherches en radioactivité. Et en fait, elle a créé un service qu'on a appelé service d'émanation du radium. Donc, en radioactivité, le radium qui est radioactif donne un élément qui s'appelle radon et qui, à l'état normal, est un gaz, lui-même radioactif. Et en fait, elle a fait en sorte d'extraire le gaz du minerai de radium pour créer des ampoules de radon et elle les envoyait à un hôpital qui était installé pendant la guerre au Grand Palais et qui, lui, répartissait ces ampoules de radon dans différents hôpitaux pour soigner, traiter les cancers comme on savait déjà le faire à l'époque, de façon un peu empirique. Donc, elle a fait aussi un rapport sur l'industrie des radioaliments. Et après-guerre, en fait, elle a continué. Vous la voyez ici, en 1919. Marie Curie est à droite, et puis la jeune femme qui est pas loin d'elle, c'est Irène, qui est arrivée avec de formation. Là, c'est des soldats américains qui venaient se former en France. Voilà. Donc, dernière chose pour en terminer. En 1920, il y a eu la Fondation Curie. Donc, la Fondation Curie, maintenant, n'existe plus parce qu'elle a changé de nom, elle aussi. Maintenant, c'est devenu l'Institut Curie, qui est depuis très longtemps un des instituts en pointe pour la cancérologie. Donc, en 1920, il y a eu cette fondation privée qui a été créée à l'initiative à la fois de Marie Curie et de Claudius Regaud. Et en fait, la fondation a été créée, il fallait un soutien financier, et c'est le docteur Henri de Rothschild qui a beaucoup financé, aidé au financement pour la création de la fondation Curie. 2 ans après, Marie Curie a été élue à l'Académie de médecine.
À l'Académie de médecine, elle n'était pas médecin, hein, mais il y a une option libre, c'est-à-dire que peuvent être élus à l'Académie de médecine des gens qui, justement, ne sont pas médecins. Elle a été élue dès le premier tour, et je pense qu'elle devait être heureuse parce que des années auparavant, elle avait postulé pour l'Académie des sciences et on lui avait préféré Édouard Branly, en lui disant bah, écoutez, c'était la première fois que vous étiez candidate à l'Académie des sciences, ça sera pour une année prochaine. Mais en fait, elle ne s'était jamais représentée. Voilà, alors, un mot sur l'ArtQuest. Je suis allée chercher des plans dans mes cartes, parce qu'en fait, vous connaissez, mais moi je ne connais pas. Donc voilà, l'ArtQuest est au sud de l'île de Bréa. C'est une presqu'île. Et il paraît que l'endroit est absolument extraordinaire. Donc je suis allée piquer une image sur le site de l'Office de tourisme de Guingamp. Et puis, à droite, une photo que j'ai extraite d'un ouvrage. Je vais faire un peu de pub, hein, mais ça s'appelle L'écurie. C'est écrit par Pierre Radvani, qui est un complice toujours en forme, et qui a vécu depuis le Collège de France jusqu'à Orsay toute l'épopée du nucléaire. Donc, je pense que c'est lui-même qui a pris la photo. Et quant à Marie Curie, donc elle a commencé à venir à l'ArtQuest en 1912, c'est-à-dire un an après cette année horrible de 1911, qui s'était quand même bien finie avec le prix Nobel. Mais ensuite, ses collègues de la Sorbonne l'ont invitée à venir à l'ArtQuest. Elle y a pris goût et quelques années plus tard, elle a fait construire elle-même une maison. Donc là, vous la voyez sur une photo en 1920. Derrière, il y a Jean Perrin, qui sera connu pour ses travaux sur le rayonnement et qui est aussi connu, je crois que c'est lui qui a mis au point les sonars pendant la guerre. Parce que pendant la guerre de 14, il y a eu beaucoup de développements techniques pour la guerre qui a servi pour d'autres raisons. Donc le sonar avait été conçu pour détecter la présence de sous-marins ennemis. Et finalement, vous savez aussi mieux que moi, ça a été utilisé pour les fonds marins et pour la pêche. Donc, j'ai trouvé aussi cette photo de 1919. À gauche, vous avez Charles Seignobos. Alors, j'en sais pas plus, mais il était historien, prof à la Sorbonne, et il était très copain avec un poète breton qui s'appelait Le Braz. Et en fait, il venait régulièrement chez le poète breton en question, qui habitait pas loin de l'ArtQuest. Et une fois, en se promenant avec un collègue qui était, on dirait maintenant, neurophysiologiste, qui s'appelait Lapic, Seignobos et Lapic avaient trouvé, une fois étaient passés à l'ArtQuest, et avaient trouvé le paysage tellement magnifique qu'ils ont décidé de faire construire une maison là. Et comme ils continuaient à agiter les amis de la Sorbonne, eh bien finalement, il y a eu ce qu'on appelait Sorbonne-Plage, voilà, avec un rassemblement de gens de la Sorbonne. Ici, vous voyez donc à gauche Charles Seignobos, qu'on appelait aussi le capitaine, parce qu'il était à l'initiative de l'ArtQuest pour la Sorbonne. Et en fait aussi, il avait un bateau qu'il aimait bien. À côté de lui, vous avez Ève et Irène Curie, et puis les enfants Perrin. Et pour la petite histoire, il y a eu des mariages aussi, puisque à droite, vous avez le fils adoptif de M. Lapic, qui a épousé une fille, la fille de Perrin, Aline Perrin, qui était au centre de la photo. Voilà. Et puis pour la petite histoire aussi, finalement, la petite fille de Pierre et Marie Curie, qui s'appelait de son nom de jeune fille Hélène Joliot, a épousé le petit-fils de Paul Langevin, et donc devenue Hélène Langevin. Elle a un certain âge, elle passe encore de temps en temps au labo,
Et bien sûr, je l'ai avertie de cette conférence, puisqu'elle est toujours très contente. Voilà, il y a aussi une image plus récente de 1955 avec Irène Joliot qui a continué à venir à l'Arc-Ouest alors que sa mère avait déjà disparu. Marie Curie est morte en 1934. Voilà, alors un mot sur l'héritage très fécond de Marie Curie et de Claudius Regaud. L'Institut du Radium, on l'a vu, a été créé, conçu en 1909 et a démarré en 1915. Et en fait, après, il y a Irène Curie qui est devenue directrice de l'Institut du Radium et son mari, Frédéric Joliot, était professeur au Collège de France. Il a commencé par faire construire au 3e sous-sol du Collège de France le premier cyclotron qui était le premier cyclotron de France. Et en fait, évidemment, les locaux étaient un peu étroits. Donc, Irène Curie, qui connaissait un peu la vallée de Chevreuse et les alentours d'Orsay, pour y avoir fait des promenades avec ses parents, a fini par trouver du terrain dans la vallée de Chevreuse, au niveau d'Orsay. Elle a acquis les terrains en 1955. Et le laboratoire de physique nucléaire, qui est devenu plus tard Institut de physique nucléaire, est sorti de terre en 1956. C'est aussi l'année de la mort d'Irène Curie. Son mari a repris le flambeau pendant 2 ans, puisqu'il est décédé lui aussi. Après, tout ça, c'était les aspects négatifs de la radioactivité. Voilà. Donc, j'ai mis en bas à gauche une photo de la partie qui est à Orsay, de l'Institut Curie. Enfin, d'une partie, parce qu'il y a une partie de l'Institut Curie d'Orsay qui fait des recherches, et cette partie-là, c'est la partie hôpital, où on a un centre de protonthérapie, dont je vous redirai un petit mot tout à l'heure. Essayons de faire un petit peu le point sur ce qu'on peut voir maintenant. Donc vous avez eu la découverte des rayons X par Röntgen, qui était un Allemand, d'origine hollandaise d'ailleurs, en décembre 1895. Et 3 mois après, il y a eu la découverte de la radioactivité. Ce n'est pas complètement déconnecté d'ailleurs, parce que les chercheurs faisaient des conférences et puis ça a initié des idées, évidemment. Mais tout de suite, on s'est rendu compte que aussi bien les rayons X que la radioactivité avaient un impact d'un point de vue biologique, avec les points négatifs donc, qui nécessitent de mettre en place des mesures de radioprotection et des applications médicales dont je vais dire un mot maintenant. Donc, pour essayer d'être le plus clair possible, pour l'instant, je ne parlerai que du rayonnement électromagnétique, qu'on appelle aussi photon. Et il y a 2 usages. Il y a l'imagerie pour le diagnostic, et puis il y a les soins, qu'on appelle la thérapie. Donc, pour situer un peu les choses, vous avez le rayonnement électromagnétique. Vous pouvez dire aussi que vous avez affaire à des photons. Ici, j'ai mis une flèche pour montrer qu'ils sont de gauche à droite de plus en plus énergétiques. À gauche, vous auriez pu avoir les longueurs d'onde pour la radio, les longueurs d'onde pour votre micro-ondes, et puis de plus en plus énergétique, il y a le visible, et vous voyez le visible, alors ça pour les puristes, c'est un électronvolt, donc entre 1 électronvolt et demi et 3 électronvolts, c'est le domaine que nous voyons. Les UV, vous le savez, sont plus énergétiques. Et ensuite, pour faire les choses à la louche, 1000 fois plus énergétique que la lumière du visible, c'est les rayons X. Et 1000 fois plus énergétique que les rayons X, c'est les rayons gamma qui viennent du noyau. Donc, disons, des phénomènes radioactifs. Alors ça, c'est pour donner des ordres de grandeur, parce que je vais vous dire dans 2 minutes que maintenant on sait faire des rayons X qui sont plus énergétiques que certains photons qui viennent du noyau.
Mais bon, il faut bien présenter quand même les choses avec des grandes idées. Donc, la radiologie médicale pour le diagnostic, j'ai pris à gauche la première radio qui a été faite pour les dents par un dentiste. C'est un dentiste allemand. Et puis à droite, vous avez des radios de maintenant. Donc on est à gagner, oui, en précision de l'image, c'est sûr, mais en fait, je crois que le premier pas, c'était vraiment d'avoir les rayons X. Hein, ça a été la révolution. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour le traitement? Donc, je n'en ai pas parlé, mais en fait, dès qu'il y a eu la découverte des rayons X, eh bien, les gens ont bien vu qu'il y avait des impacts au niveau des cellules, avec des points positifs et des points négatifs. Alors, les points négatifs, ils n'ont pas été soulevés tout de suite parce que les radiologues, il y en a beaucoup qui sont morts, ils faisaient des radioscopies, hein, c'est-à-dire qu'ils recevaient quasiment autant de rayons X que les malades, et en plus, eux, ils intégraient pour tous les malades. Donc, il y a eu des points. Donc, c'est un médecin lyonnais qui a traité pour la première fois une tumeur avec les rayons X. Et actuellement, on ne produit pas les rayons X de la même façon. C'est-à-dire, on ne prend plus, enfin si, il y en a encore bien sûr, hein, des tubes, comme je vous ai plus ou moins expliqué tout à l'heure, mais vraiment pour la thérapie, actuellement, on fabrique les rayons X avec des électrons, toujours, mais maintenant ils sont accélérés par un accélérateur de particules. Ce qui fait que vous disposez d'électrons qui ont beaucoup plus d'énergie, et finalement, il y a, je ne veux pas rentrer dans les détails des processus d'émission des rayons X, mais il y a des rayons X qui font vraiment, qui ont des énergies très importantes. Qu'est-ce qu'on dit actuellement pour les toutes dernières approches en radiothérapie? Eh bien, on dit qu'il faut moduler l'intensité des faisceaux et utiliser des mini-faisceaux. Parce qu'on s'est rendu compte que si les faisceaux sont tout petits, à ce moment-là, les cellules saines sont moins perturbées par les rayons et que ça touche relativement de façon plus importante les cellules en voie de reproduction rapide. Voilà, donc il y a toujours des améliorations, en particulier à l'Institut Curie, hein, sur ce point de vue-là. Alors maintenant, si j'essaie de dire un mot sur l'imagerie gamma. Donc les gamma, c'est toujours des photons ou ondes électromagnétiques, mais ils viennent du noyau et en général, ils sont beaucoup plus énergétiques que les rayons X. Un mot quand même sur Georges de Hevesy, il n'est pas très connu, et pourtant en 1913, il a fait une découverte qui a été essentielle. Il s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser un élément radioactif comme traceur, c'est-à-dire que si un élément, alors certains disent en toute rigueur, il faudrait que je dise, un isotope radioactif d'un élément donné, il se comporte, tous les isotopes d'un même élément se comportent de la même façon. Donc par exemple, si vous prenez, maintenant on prend l'oxygène 15, il va se comporter comme l'oxygène 16, qui est l'oxygène stable dont on a l'habitude. Donc ça a été fait, cette découverte, très tôt. Ensuite, en 1934, Irène et Frédéric Joliot-Curie ont découvert comment créer, comment fabriquer des éléments radioactifs, parce que jusqu'à présent, il n'y avait que des éléments radioactifs qu'on trouvait dans la nature. Et finalement, ça a permis de créer des éléments avec des durées de vie courtes qui étaient très facilement utilisables en médecine. Voilà. Donc, par exemple, il y a ce qu'on appelle des gamma caméras qui donnent une image de l'intérieur du corps et une image dynamique, c'est-à-dire que ça peut vous montrer aussi l'organe en fonctionnement. Alors, maintenant, je voulais
vous donner une explication un petit peu plus détaillée sur un instrument qui devient de plus en plus utilisé, qui est la caméra à positron, qu'on appelle aussi TEP ou PET, ça dépend si on parle anglais ou si on parle français. Un des premiers a été mis au point à Orsay au sein de l'hôpital Frédéric Joliot, qui lui est rattaché au commissariat à l'énergie atomique. Donc un des buts était de suivre la circulation du sang dans l'organisme, par exemple dans le cerveau. Et on injecte un oxygène 15, qui est donc un oxygène radioactif avec une période courte, 2 minutes, qu'on produit tout à côté avec un cyclotron. Et je vais vous donner cet exemple, peut-être un peu étonnant. Pourquoi l'oxygène 15 est radioactif? Alors, je vais vous dire, si vous avez, il n'y a pas beaucoup de lycéens dans la classe, mais si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui sont en classe de seconde actuellement, on leur fait la radioactivité bêta, qui est l'émission d'électrons. Et on ne leur dit pas, enfin dans les bouquins que j'ai demandé, que j'ai regardé, que j'ai consulté, on ne dit pas le pourquoi des choses. En fait, l'oxygène 15 manque de neutrons par rapport à l'élément stable correspondant, qui est l'oxygène 16. Donc, eh bien, on peut se dire que ça manque de neutrons, on peut dire aussi qu'il y a trop de protons. Donc, dans le noyau, le proton va se transformer, se transmuter spontanément et va devenir neutron. Et ça, pour qu'il y ait, quand il y a cette transformation, il faut qu'il y ait, par exemple, des charges qui soient équivalentes avant et après la réaction. Donc, pour qu'il y ait cet équilibrage en charge et la conservation en énergie, eh bien, il faut bien qu'il y ait une charge positive, puisque le proton est positif, il faut qu'il y ait une charge positive qui soit in fine, et c'est un électron positif, puisque ça existe. Voilà, et donc il y avait création d'électrons positifs. Sur le plan du principe, c'est la découverte de la radioactivité artificielle par Irène et Frédéric Joliot qui a justement montré ça. Qu'est-ce que devient un électron positif? Un électron positif, il finit par être ralenti dans la matière, hein, dans le corps, on peut dire que c'est équivalent à de l'eau, et finalement il va se retrouver quasi immobile en face d'un électron normal, un électron négatif. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un électron négatif, un électron positif? Eh ben, hein, il faut fusionner, et en fait, la matière disparaît. Il n'y a plus de matière. Mais vous avez, en fait, émission d'énergie sous forme de photons. Et ces deux photons, pour des raisons de conservation, seront à l'opposé l'un de l'autre. Donc, on met autour de la tête des détecteurs, et quand il y a des photons du rayonnement qui est émis à 180 degrés l'un de l'autre, c'est qu'un noyau d'oxygène s'est désintégré, et donc on arrive comme ça à reconstituer l'endroit où l'oxygène 15 a été finalement émis. Donc, vous voyez que ça, quand il y a la matière qui disparaît complètement au profit de l'énergie, c'est ce que Einstein avait pensé en écrivant la relation bien connue E égale mc2. Ça veut dire qu'en fait, il peut y avoir de la masse qui disparaît complètement dans certaines conditions pour ne donner que de l'énergie. Voilà. Donc, ça, c'est... des dispositifs qui commencent à se répandre. Alors, je voulais terminer par un dernier exemple, qui est l'exemple de la protonthérapie. Donc là, pour le coup, je ne parle plus de rayonnement électromagnétique, ni de photons, donc, mais je parle de protons. Les protons, c'est un noyau d'hydrogène. Et on les accélère dans... certains accélérateurs. C'est le cas à l'Institut Curie d'Orsay, c'est la photo que je vous avais montrée tout à l'heure. Maintenant, il y en a un depuis plusieurs années à Nice,
et il y en a un depuis l'an dernier à Caen. Donc voilà, en France, il y a 3 dispositifs comme ça. C'est un dispositif qui est vraiment réservé à certains cas très spécifiques. Par exemple, à Orsay actuellement, 1/3 des patients de protonthérapie, ce sont des enfants. Ils ont souvent, à ce moment-là, des cancers dans les yeux. Et pour certains types, on les oriente vers l'Institut Curie. Et il y a vraiment des résultats absolument extraordinaires. Alors, je vais vous dire pourquoi il vaut mieux, dans des cas comme ça, où il y a une tumeur proche du cerveau, il vaut mieux utiliser des protons que ce qu'on utilisait avant, qui était ce qu'on appelait du cobalt. Enfin, il y avait des rayonnements électromagnétiques, des photons, mais en fait, qui faisaient beaucoup de dégâts. Les protons, quand on les accélère, on sait l'énergie qui sort de l'accélérateur, et les physiciens ont fait des modèles, puisqu'on peut dire que l'œil c'est équivalent à l'eau. Donc quand on connaît l'énergie du proton à la sortie de l'accélérateur, on sait exactement où il va s'arrêter s'il traverse de l'eau. Donc finalement, ça permet de déposer de l'énergie exactement là où on veut la déposer, et il y a très peu de dégâts avant, et il n'y a pas du tout de dégâts après. Donc le cerveau est protégé, et c'est quelque chose qui a été découvert en 1904, et qui est, voilà, sur des accélérats des protonthérapies, ça a été fait la première fois à Berkeley il y a 25 ans à peu près. Donc les choses ne se perdent pas. Un mot encore sur les collaborations étroites entre instituts. Donc l'Institut Curie d'Orsay, qui a ce dispositif de protonthérapie, utilise un cyclotron quasiment tout neuf, il date de quelques années, mais en fait, il y a 20 ans, un cyclotron, pour simplifier, en fait c'est un synchrocyclotron, mais, qui appartenait au physicien d'Orsay, a été donné à l'Institut Curie pour que l'accélérateur de particules continue à être utile, et il n'était plus utile aux physiciens, il a été utile aux médecins, et puis finalement, après, au bout de 15 ans de service, ils ont pris un nouveau cyclotron. Et c'est quand même quelque chose d'important de penser qu'il y a des collaborations entre instituts. Voilà. Donc, quelle est l'actualité en ce moment à l'Institut Curie? Eh bien, ils essaient de faire des études de mécanismes biologiques qui sont impliqués en radiothérapie, parce que finalement, on ne connaît pas encore beaucoup de choses concernant ces mécanismes biologiques. Et pour terminer, je dirais que de la recherche fondamentale aux soins innovants, ça avait déjà été le modèle qui avait été utilisé au moment de la fondation Curie en 1920 par Marie Curie et Claudius Rebaud, et vous voyez, ça reste toujours d'actualité. Donc, bon, j'ai mis quelques références bibliographiques, en particulier ici, donc le livre de Pierre Radvani dont je vous parlais tout à l'heure, et je veux terminer, en remerciant pour toutes les images et en vous encourageant pour aller voir le musée Curie quand les conditions sanitaires permettront de voyager et d'aller au musée Curie qui accepte maintenant moins de monde que d'habitude, mais qui tourne toujours. Voilà, je vous remercie.